Quand on parle de violence conjugale, beaucoup de personnes pensent spécifiquement à la violence physique, mais quand on parle de violence conjugale, de quelle violence parle-t-on vraiment? Alors, donc, quand on veut accéder à la réalité de ce qu'est la violence conjugale et la violence dans le couple ou la violence sur partenaire, eh bien, en effet, il faut se détacher de cette perception, de cette croyance que la violence conjugale serait limitée à la violence physique, on s'en doute, mais plutôt à un acte violent isolé. Donc la violence conjugale ne se réduit pas à un acte violent isolé, c'est bien un système complexe, hein, un mode relationnel complexe qu'on va essayer de détecter. Et le terme qu'on utilise pour l'instant et qui est fort, fort répandu, c'est la notion de contrôle coercitif, hein. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important à détecter. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le contrôle coercitif? Peut-être nous donner quelques exemples pour que l'auditeur comprenne mieux? Oui, bien sûr. Alors, le contrôle coercitif, c'est ce qu'on appelle toutes les micro-régulations dans la vie d'un couple. Donc, un partenaire va utiliser donc des micro-régulations pour prendre simplement, progressivement, de manière implicite, donc le contrôle de la relation. Alors là où ça devient très compliqué, c'est que ces micro-régulations peuvent apparaître comme étant des gestes, des attitudes plutôt bienveillante. Je vais prendre un exemple concret. On a ici pour l'instant une situation d'une jeune fille qui est à la faculté donc à l'université de Liège ici et son compagnon très rapidement, donc c'est un jeune couple, ils ne se connaissent pas depuis longtemps dans ce jeune couple, eh bien son compagnon a décrété très rapidement, il lui a dit mais écoute moi j'ai un appartement, tu vis dans un code, viens t'installer avec moi. Mais quand je dis très rapidement, c'est après une semaine. Ça, on est en droit de se poser la question de cette temporalité. Tiens, on détecte déjà un signe. Tiens, cette personne a besoin très rapidement de ramener cette personne chez lui et donc fait cette proposition. Bon, soit ça pourrait s'apparenter à du contrôle coercitif. Là où c'est intéressant, c'est que ce même partenaire va lui proposer de la conduire à l'université parce que l'université est délocalisée, décentrée ici à Liège et qu'il faut prendre un bus et que ça dure 45 minutes pour monter en bus du centre-ville à la faculté, ben, il va lui dire, écoute, mais moi j'ai une voiture, je vais te conduire, tu vas gagner du temps. OK. Et puis il va lui proposer, à la suite de cela, mais puisque j'ai une voiture et que je te conduis, mais je vais venir te rechercher. Et donc il va la rechercher. Et au début, et elle trouve, bien entendu, que ce sont des gestes généreux qui montrent son engagement dans la relation. Et donc, on a tendance à accepter, bien entendu, on accepte, on a tendance à accepter. Mais le problème, dans ce cas-ci, c'est que tous les jours, il est devant la fac et il l'attend avec sa voiture, puisqu'il vient la rechercher. Mais que, un peu avant que les cours se terminent, elle reçoit déjà des SMS donc sur son portable vibre et il dit je suis là, je t'attends. Et donc on voit combien cette sollicitude apparente, donc en fait la façon dont il s'introduit, dont il mène le rythme de la relation, eh bien est une prise de contrôle progressive. Ouais, OK. Eh bien là on est vraiment dans ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Et vous voyez que ce n'est pas menaçant. Mmh. Dans un tout premier temps, le contrôle coercitif peut être confondu Oui. avec quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait. Et donc, le contrôle coercitif, pour le déceler, il faut assembler ces petits moments anodins entre eux pour qu'apparaisse un scénario. Donc, c'est très important parce que si on les prend séparément, ces moments ne parlent de rien. OK. Et pour revenir peut-être sur des chiffres, qui est concerné en Belgique par les violences conjugales? Alors, les chiffres qui sont partagés, disent ceci et dans nos discussions en équipe, on y revenait ce matin. Donc, une femme sur trois dans sa vie de femme va être confrontée à une tentative dans une relation donc intime de prise de contrôle par son partenaire. Voilà, ça c'est ce que disent les chiffres. Ça ne veut pas dire qu'une femme sur trois va subir du contrôle, parce que dans ces tentatives, peut-être certaines vont les identifier, que ce sont des tentatives de prise de contrôle, et vont se détacher de cette relation. Mais une femme sur trois, au cours de sa vie, sera confrontée à cela.
OK, et revenons sur les types de violence. Est-ce que tu pourrais nous les citer? Les types de violence, les Oui, formes de les violence. La formes de violence, violence, donc, oui. le terme qu'on utilise, c'est polymorphe. Ça prend évidemment toutes les formes possibles et imaginables. Donc, en fait, mais les plus connus sont, on a parlé des violences physiques, mais c'est important aussi de faire très, très attention. On va citer ici des formes de violence. Et moi, je préviens souvent ceci, c'est que dans la manière dont on va les citer, il ne faut pas les hiérarchiser. Il y a un certain temps d'ici, on mettait la violence physique comme une forme de violence majeure et on considérait que la violence verbale, ben, c'est moins grave. Aujourd'hui, on va parler d'un continuum de violence. Hein, et dans ce continuum de violence, on va retrouver une multitude de formes. Ce continuum, c'est une constellation c'est un continuum de violence dans lequel on va retrouver plein de formes de violence. Donc la violence physique peut-être aussi, la violence psychologique, le dénigrement, hein, rabaisser sa partenaire, la mise sous tension, le contrôle coercitif est une forme de violence, hein, donc bien Mmh. entendu, les violences économiques et les violences sur objet qui sont souvent pas vraiment considérées. On se dit oui, mais si les violences sur des objets, c'est pas si grave, mais c'est souvent extrêmement menaçant et inquiétant quand on vit avec un partenaire qui est violent sur des objets. Et c'est souvent des objets choisis avec une charge émotionnelle. Ce sont des objets ou de grande valeur. Hein, lancer un téléphone contre le mur, quelquefois à 30 cm, à 40 cm du visage, c'est un signal. Hein, c'est un signal fort, par exemple. Donc la violence sur objet, la violence sur les animaux domestiques. Hein, c'est un peu sordide ce que je vais dire là, mais il y a une semaine d'ici, on avait une situation où l'auteur de violence avait pendu le chien donc dans le garage, hein, donc il avait pendu, donc il avait sacrifié le chien. Il y a 2 mois d'ici, on a un auteur de violence qui a, avec sa voiture, volontairement écrasé le chien de la famille, donc sur le parking quand il est revenu suite. Et donc, ce sont des formes de violence, on voit combien. Et puis, et je ne l'avais pas encore cité, je l'ai gardé pour la fin, mais c'est une forme de violence qui nous concerne beaucoup aujourd'hui, c'est la cyberviolence, Mmh. qui prend une place considérable dans les violences de couple. D'accord, et pour revenir, en 1er lieu sur, l'emprise et sous ce système-là, qu'est-ce qui se joue psychologiquement dans l'emprise? Alors, l'emprise, c'est le résultat du contrôle coercitif. Les éléments, les étapes que j'ai décrites tout à l'heure, eh bien, montrent très, très bien comment cette personne va faire, alors je vais utiliser un terme presque occuper, occuper l'autre en termes de occuper son intériorité. C'est-à-dire, il va devenir omniprésent, hein. Il va empêcher l'autre d'avoir une liberté, une autonomie suffisante. Hein, quand on est sous emprise, on réfléchit, on pense à travers le regard de l'autre. C'est-à-dire, on se demande ce que l'autre penserait si je faisais ça. Tiens, si je reste à la faculté pour discuter avec mes collègues, comment va-t-il réagir? Que va-t-il penser? Et donc, en fait, mettre sous emprise, c'est faire en sorte que toutes nos pensées, qu'on soit occupé intérieurement, Mmh. émotionnellement, mentalement, par l'autre, préoccupé et occupé par l'autre. Et donc, en fait, c'est ça, mettre sous emprise, en fait. Et tout ça se crée finalement, via un espèce de cycle, de la violence. C'est d'abord quelque chose, comme tu l'as très bien dit, on a l'impression que c'est bienveillant et puis en fait, petit à petit, on n'en sort plus. On fait confiance à l'autre jusqu'à ce que notre identité lui appartienne finalement, et c'est peut-être une idée aussi préconçue de penser que, les personnes qui tombent dans ce cycle-là et qui en sont victimes sont des personnes faibles, d'esprit, fragiles, souvent des femmes, issues de milieux défavorisés. Mais, qu'en dis-tu? Oui, le système dont on parle ici, il est redoutable, tout simplement. Il est Mmh. redoutable et n'importe qui pourrait s'y faire prendre. Et c'est ça, on le constate, hein. Il n'y a pas un profil de victime, il n'y a pas un type de personne qui serait plus. Alors on peut se dire aussi que les auteurs de violences peuvent se saisir de périodes de fragilité, hein, donc pour aller pour construire ce mécanisme d'emprise, hein, se mettre en place ce contrôle coercitif. Et d'ailleurs, beaucoup d'auteurs de violences se montrent, se présentent comme des grands protecteurs au début, hein. Ils se présentent comme ceux qui vont aider, qui vont
permettre à leur partenaire de s'en sortir. Et donc, ce sont des moments de fragilité, mais ce ne sont pas des caractéristiques d'une personne. Ce sont des moments de fragilité qui peuvent favoriser donc les mauvaises rencontres. Mhm. Et puis, et puis on peut considérer aussi que les personnes qui subissent du contrôle, ce sont peut-être même des personnes qui ont davantage de caractère et de personnalité. Je dirais que pour qu'un auteur s'active, il faut qu'il s'active pour neutraliser quelque chose chez l'autre, hein, pour maîtriser quelque chose. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose à maîtriser. Est-ce que par rapport à ces profils finalement assez flous, est-ce qu'on peut parler de pervers narcissiques très souvent chez ces auteurs-là? Alors, c'est une excellente question, mais malheureusement, non, heureusement, non. Heureusement, non. C'est-à-dire que la majorité des auteurs de violence ne sont pas des pervers narcissiques. Mmh. Tout à l'heure, j'ai commencé par parler de violences de genre, de violences qui nous frôlent beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Ce sont des violences systémiques qui s'inscrivent un peu dans un mode relationnel qui est régulé par notre culture, notre vivre ensemble, hein. Eh bien, la majorité des auteurs sont de simples citoyens assez banals comme moi, comme nous tous. Et finalement, bien sûr, il y a des pervers narcissiques et ils sont très inquiétants, ceux-là, mais c'est un petit pourcentage dans les D'accord. auteurs de violence. Est-ce que ces auteurs se rendent compte de ce qu'ils font? Alors, ils mettent en place un mécanisme qu'on appelle de dénégation, c'est-à-dire ils maintiennent à distance de leur propre conscience et de leur propre réalité le mécanisme, donc la violence qu'ils exercent et le contrôle qu'ils exercent. Autrement dit, ils passent leur temps à se convaincre qu'ils ne sont pas violents. Oui, OK. J'avais lu aussi que c'était souvent des personnes qui allaient, comme tu l'as aussi très bien dit, faire comprendre à l'autre qu'ils étaient les seuls à pouvoir les aimer, à leur apporter tout ce dont ils avaient besoin et à jouer sur ce contrôle de: «Bah, écoute, je te donne quelque chose et tu auras mieux encore plus tard» et donc ça crée cette espèce de, je ne dirais pas de dépendance, mais d'espoir ou d'illusion à laquelle on s'accroche quand on est en couple et puis, beh, on tombe vite dans ce cycle et puis, beh, j'ai également lu que les victimes ne savaient plus, en fait, qui elles avaient devant leurs yeux. Est-ce que c'est cet homme violent que j'aime? Est-ce que c'est cet homme si doux, attentionné, avec qui, beh, parfois on passe de chouettes moments? Enfin, c'est le déséquilibre, crée beaucoup de fragilité. Oui, mais ce que tu viens d'évoquer là, c'est toute la complexité de ces systèmes de violence, hein, Oui. puisque l'auteur de ces violences, c'est celui-là même avec qui on s'est, pour se lancer dans une histoire de couple, pour faire couple. Ce sont des violences de l'intime, les violences dont on parle, hein. L'intimité d'une relation, donc c'est très particulier, c'est un espace de vie unique dans nos vies d'adultes. Donc ça veut dire que pour pouvoir euh, vivre une expérience de couple, eh bien, il faut partir de l'idée qu'on est en sécurité avec l'autre. On ne construit pas un couple si on est en insécurité avec l'autre. Cette sécurité permet l'entrée en intimité. Ça veut dire l'entrée en intimité, ça veut dire qu'on se donne à l'autre, hein. Pour pouvoir faire couple, il faut se donner à l'autre, ça veut dire lever ces systèmes de protection. Et l'autre va agir dans cet espace-là des violences, celui-là même où on ne s'attend pas Mmh. à subir des violences. Et donc, mais pour que cet espace se crée, il faut que soit vécu dans la relation quelque chose de, au début, en tout cas, de bon. Et c'est toute la complexité de la violence conjugale, c'est que les victimes ont vécu à la fois quelque chose et vivent quelque chose quelquefois de profondément traumatisant, mais la personne qui exerce cette violence, c'est la personne qui les a connectés à quelque chose de profondément bon aussi. C'est extrêmement complexe. Lorsque la personne qui vous agresse est une personne très proche, ça crée ce qu'on appelle en psychologie des traumatismes complexes, hein. C'est que l'agression, la violence que vous subissez est exercée par une personne proche et qui est aussi une personne qui pourrait être identifiée comme protectrice. Oui, ça crée beaucoup d'ambivalence aussi, Et affective. c'est infernal, Mmh. c'est extrêmement complexe.
pour les victimes, pour s'en sortir. Bien sûr. Et alors, par rapport à ces violences et le contrôle coercitif, c'est quelque chose qui va se mettre, de manière insidieuse, dans la relation. Mais est-ce qu'il y a quand même des déterminants ou des traits de caractère qu'on peut identifier comme potentiellement violents au tout début d'une relation? Alors, au tout début d'une relation, ce que le contrôle coercitif propose, c'est d'identifier ce qu'on appelle le love bombing. Et je trouve, c'est ce que OK. j'ai décrit tout à l'heure, hein, donc avec cette accélération de la mise en intimité. Si vous rencontrez, alors on a des tas d'exemples dans les situations qu'on suit, mais si vous rencontrez quelqu'un qui, 15 jours plus tard, non, ou à la deuxième rencontre, vous dit euh, que vous êtes la femme de sa vie, que sans vous, il ne pourrait pas vivre, on est en droit de se poser des questions. Après la deuxième rencontre, il détermine que vous êtes la femme de sa vie. Après la troisième rencontre, il parle de mariage, hein, ou de venir vivre ou de vivre ensemble, une espèce d'accélération étrange comme ça dans la relation. Dès qu'on détecte cette étrangeté, il y a quelque chose, il y a un décalage entre le vécu effectif et ce que lui va prononcer de la relation. Eh bien, ça, ce sont des signes, évidemment, qui parlent de quelqu'un. Alors, on va essayer de s'intéresser à ce quelqu'un. Qu'est-ce qui motive l'auteur, donc les contrôlants Oui. coercitifs, qu'est-ce qui les motive, hein, les contrôlants coercitifs? Alors, c'est probablement, si ce ne sont pas des pervers narcissiques, donc ce ne sont pas nécessairement à la base des prédateurs, hein. Les pervers narcissiques sont des prédateurs, hein, OK. donc il faut vraiment s'en méfier d'entrée. Ici, on a clairement affaire à quelqu'un qui souffre de troubles, non pas de la personnalité, mais de troubles de l'attachement, certainement, qui a probablement une estime de soi très basse ou très faible, hein, et qui peut-être, pour reprendre, je dirais, des lieux communs ou des termes un peu génériques, qui souffre de dépendance affective, par exemple. Hein, et tous ces traits, et on pourrait en ajouter des traits qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs comme ça, qui donc essayent de prendre le contrôle de la relation. Oui. Ce n'est pas pour autant que ça justifie évidemment la prise de contrôle, hein. Bien Il y a des sûr, tas de oui. personnes qui souffrent de tous ces troubles-là Oui, bien et sûr. qui ne sont pas des contrôlants coercitifs, par Ouais. ailleurs. Et donc est-ce qu'on peut dire que finalement cette violence est pathologique? Alors, d'un point de vue comportemental, où on pourrait, en tout cas, ce ne sont pas des comportements qui correspondent aux attentes et ces comportements. Alors, ce qui est intéressant, si on reprend le contrôle coercitif, hein, d'un point de vue pénal, le contrôle coercitif n'est pas encore identifié comme une infraction, hein. Oui, c'est un C'est notre combat, travail. Pour ouais, l'instant, on d'ailleurs. travaille beaucoup là-dessus, hein. Mais seule la violence physique est identifiée comme une infraction, comme un délit, hein. Donc, ça veut dire D'accord. que si vous êtes victime de violence, de ce système de violence, la justice ne va pas condamner le système de violence, mais va condamner l'acte violent. Et ça, c'est vraiment une erreur pour Oui. l'instant au niveau de la position de la justice, hein. Alors, est-ce qu'elle est pathologique, la violence? Je trouve que c'est une excellente question. En tout cas, ce n'est pas une maladie. Si c'était une maladie, donc une pathologie, je sais pas, hein, Oui, si oui. on met pathologie, maladie, ça Oui, oui. voudrait dire que l'auteur de ces violences n'en est pas responsable. Exactement, Est-ce ouais. qu'on est responsable d'être grippé? Non, on n'est pas responsable, hein. On est malade et C'est ça. on souffre d'une pathologie parce que on a subi quelque chose, on est malade. Alors, pour nous, c'est important de rendre aux auteurs de violences euh, la dimension de choix et la Oui. responsabilisation par rapport à leurs actes. Si c'était une maladie, si c'était une pathologie, ils ne seraient pas responsables. Rien ne justifie la violence. Mais rien ne justifie la violence, bien évidemment, puisque des tas de personnes sont en couple sans exercer de la violence, hein, et même beaucoup d'hommes n'exercent pas le contrôle coercitif et pourtant sont des hommes. Oui, Donc le fait d'être un homme n'est pas non plus un déterminisme social et de genre, bien je sûr. l'espère en tout cas, hein, même si donc la majorité des contrôlants coercitifs sont des hommes, mais ça c'est une autre question. Mais donc le déterminisme, ce n'est pas un déterminisme, c'est un choix, la violence. Rien ne Oui. justifie ce choix de la violence. On peut l'expliquer éventuellement par certaines choses comme des traumatismes, mais rien ne justifie de toute manière ce choix.
Voilà, et Ouais, la dimension donc psychotraumatique, exactement. je n'en avais pas parlé, mais c'est Mhm. vraiment très très bien que tu Bien en sûr. parles On en parce que reviendra bien sûr après, hein. on pourra y revenir. Mais en effet, mais ça ne justifie pas. On pourrait souffrir d'un Ouais. traumatisme psychique, mais ce n'est pas pour autant que ça justifie l'exercice de violence sur sa partenaire, hein, ou sur Bien son sûr. partenaire. Et alors, il y a parfois des traits, quand je m'étais renseignée, sur lesquels j'étais tombée, comme la jalousie, la possessivité et la tentative d'isoler directement la personne, ou enfin, soit de son entourage, ou justement de devenir la personne centrale un peu de l'entourage au point de la dénigrer finalement. Oui, C'est et ça on retrouve tout le système hein, dont on parlait Mhm. tout à l'heure, qui finalement verrouille hein, la liberté de la partenaire très progressivement. Alors, le love bombing peut être confondu avec un engagement très fort de la part de son partenaire. Si je me mets dans la position de la personne qui subit hein, ce système de violence, eh bien, je vais restituer des phrases que j'ai entendues. Mais lui, il était très engagé dans la relation. Ça peut donner l'impression d'un engagement fort. Hein, et ça, c'est troublant aussi parce que, à l'inverse, on est dans une époque où on pourrait se dire que dans les rencontres de couple, eh bien, on questionne souvent l'engagement de son partenaire ou de sa partenaire. Eh bien, les contrôlants coercitifs, eux, donnent l'impression de s'engager fortement dans la relation. Et ça peut être un piège. Hein. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Ça me fait penser aussi à peut-être à cette banalisation de la violence et de la possessivité ou de la jalousie chez des jeunes couples, par exemple d'adolescents et autres, de jeunes adultes. Cette prise, par exemple, je vais fouiller le téléphone de l'autre, je suis contre l'amitié homme-femme et donc je vais l'imposer à ma partenaire et faire croire en fait que ça c'est normal. C'est quelque chose en tout cas qui m'a très souvent choquée, c'est, bah, la banalisation, en fait, de la violence chez les jeunes. Oui, alors si on parle des jeunes et si on parle des mouvements masculinistes émergents chez les jeunes et notamment sur les réseaux sociaux, c'est une banalisation de, de, de comportements, d'attitudes, comme tu viens de les citer. Je trouve que c'est inouï ce qu'on peut voir comme messages aujourd'hui qui sont mais finalement mis à disposition de ces jeunes en construction identitaire. Hein. Donc, Oui. en effet, je m'en inquiète un peu. Et là, c'était une petite parenthèse. Il y a aussi cette phrase qu'on essaye de changer parce qu'elle n'a pas de sens. C'est souvent «Beh, pourquoi ces femmes ne partent pas?» alors que la question devrait être «Beh, que font ces hommes pour les faire rester et les maintenir sous emprise?» Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, cette phrase, cette idée? Mais oui, mais je te rejoins complètement. On essaye d'inverser le regard Oui. et tu observeras qu'on parlera de moins en moins d'emprise parce que quand on est sous emprise, on s'adresse à la victime qui est sous emprise, Mmh. donc les femmes. Que font-elles? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait? Comment est-ce qu'elles n'ont pas vu venir? Et on centre toute notre attention sur les victimes et sur les femmes, une fois de plus, Ouais, une fois encore. toujours. Hein. Et donc, en fait, alors que si on s'intéresse au contrôle coercitif, on s'intéresse au schéma de fonctionnement des auteurs. Mmh. Et donc, on est en train de se retourner donc, le regard et l'analyse. C'est le contrôle coercitif qui mène à l'emprise, mais on s'intéresse au contrôle coercitif et plus à l'emprise. Qu'on cesse de demander aux femmes, mais pourquoi restez-vous? Pourquoi ne partez-vous pas? Mais qu'on s'intéresse au schéma de comportement qui mène et qui, finalement, qui, qui empêche les victimes, et plus souvent les femmes, à pouvoir agir. Et donc, en fait, on s'intéresse au mode opératoire des auteurs. Hein, et donc, et il est vrai, et l'image que je prends, moi, et j'utilise une métaphore quand je m'adresse aux professionnels, c'est dans les situations de violence de couple, vous avez deux personnes enfermées dans une pièce. La porte est fermée à clé. Vous avez une des deux personnes qui a la clé dans sa poche. Vous regardez l'autre et vous dites, Madame, qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la porte? Alors qu'elle n'a pas la clé dans sa poche.
Et ça, c'est le réflexe qu'on a depuis toujours, c'est dans les violences conjugales de s'adresser aux victimes et de se demander mais pourquoi reste-t-elle? Et puis, comme tu l'as très bien dit au début, la violence, elle est aussi, systémique et c'est pas toujours évident d'aller chercher de l'aide. Donc déjà, on peut être très isolé. Il peut y avoir des enfants aussi ou une violence financière, économique qui nous empêche, de prendre une autre issue. Et aussi, finalement, la justice, est-ce qu'elle protège les femmes ou est-ce qu'elle protège les hommes? Est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a une aide, juridique? Enfin, on parle très souvent des féminicides, en ce moment et c'est quelque chose qui fait peur, c'est de se dire, même si une personne, souhaite un meilleur avenir, souhaite une meilleure vie, la justice ne sera pas forcément de son côté à elle. Alors, on, on va peut-être prendre les choses différemment. La justice seule ne suffit pas. Et on est d'accord que la justice, si on prend l'exemple d'un dépôt de plainte, un dépôt de plainte ne va pas sécuriser dans beaucoup de cas, hein, donc ne va pas toujours sécuriser la victime. Et la trajectoire d'une plainte montre que c'est loin d'être terminé, hein. On pourrait parler aussi de la séparation, hein, la séparation qui ne met pas fin à la violence, et ça on le sait aussi, et de faire croire aux victimes que de quitter leur partenaire, ça va mettre fin à la violence, c'est aussi une erreur d'appréciation qu'on donne. Mais la justice est un des outils, mais ce n'est pas elle seule qui va pouvoir agir sur le système de violence. C'est bien systémique. Ça veut dire que la violence, elle traverse toutes les strates et tous les niveaux de notre société. Et si la violence est validée et cautionnée, je ne sais pas moi, dans une institution, je ne sais pas, une université, si on ne nomme pas la violence dans une université ou dans un hôpital ou dans d'autres services, si une victime a essayé de parler donc dans un service et n'a pas été entendue, eh bien je pense que tout l'ensemble de ces services ont une responsabilité, comme la justice en a une, mais la justice seule ne peut pas grand-chose. Alors à la question, est-ce que la justice aurait plus tendance à défendre ou être mise au service des auteurs de violences? Je dirais que c'est plus tant le cas, j'aurais tendance à dire ça, c'est plus tant le cas, hein. Ça veut dire que la justice commence à considérer la parole des victimes, à entendre les victimes de plus en plus, hein. Peut-être pas assez, bien entendu, mais c'est vrai qu'aussi, aujourd'hui, c'est tout à fait juste de dire que le système judiciaire ne rend pas justice aux victimes. C'est pas suffisant. C'est tout un système, de toute manière, qui est, comme tu l'as bien dit. Ok. Oui, parce que je me disais pendant que tu parlais que si comme tu as dit, seul l'acte est pris en compte, l'acte violent Oui, physique, donc quelles sont les conséquences finalement là, les conséquences sont redoutables, notamment principalement pour les victimes. Et tu as raison de le rappeler, parce qu'il suffit d'aller assister aux audiences en correctionnel, les audiences violences conjugales, et on observera que les avocats qui défendent les auteurs de violences vont ramener toujours la problématique des violences sur l'acte. Et donc, en fait, on va condamner un auteur pour un acte, éventuellement, on va le condamner, pas toujours, hein, mais donc pour un acte qu'il aurait ou qu'il a commis, mais pas pour un système de violence bien plus destructeur que l'acte violent. Et donc, en effet, la justice va limiter, va passer à côté de la cible principale et les victimes vont se retrouver. Alors, si on s'intéresse aux actes violents, de ce point de vue-là, c'est vrai que les victimes sont toujours perdantes. et cette violence, quelles sont les conséquences de la violence, que ce soit neurologiquement ou sur l'estime de soi peut-être de ces victimes? Les conséquences, elles sont énormes. Elles sont énormes. On l'a dit tout à l'heure. Donc, en fait, la violence, elle est agie non pas par n'importe qui. Si on subit un acte de violence dans l'espace public, c'est profondément destructeur et c'est déstabilisant. On peut souffrir d'un traumatisme pendant longtemps. Mais ici, quand la personne qui agit la violence est son partenaire de vie, le père de ses enfants, eh bien, c'est encore beaucoup plus destructeur que n'importe quelle autre situation dans laquelle on pourrait vivre de la violence. Et donc, d'abord, cette violence, elle est agie au niveau de l'intimité, donc elle est agie au niveau de l'intimité d'un couple, donc deux personnes qui se connaissent bien, qui partagent énormément de choses ensemble.
Et donc, en fait, ce qui est touché, atteint par la violence, ben, c'est l'identité même de la personne qui subit la violence. Donc, il y a des troubles au niveau de l'identité, au niveau cognitif, au niveau, évidemment, identité cognitive psychologique. Hein. Donc, en fait, ce sont des personnes qui vont très rapidement être dans une forme de euh, désespoir profond. Ça veut dire perte d'espoir qui mène à un état dépressif avec des états de dissociation, donc ce n'est pas rien au niveau, au niveau émotionnel. Et donc, si on prend l'addition de ça avec des conséquences sur la santé Oui. physique, hein, ce sont des personnes qui consultent beaucoup moins leurs médecins. On a des victimes qui nous parlent à la ligne d'écoute et qui nous disent qu'elles ont plus consulté un gynécologue depuis 5-6 ans, voire plus. Ce sont des personnes, les victimes, pour tenir, qui peuvent consommer des médicaments, Oui. hein, ou de l'alcool. Donc, et donc, les conséquences, elles sont énormes. L'impact social aussi, hein, donc, il est important. C'est énorme. Et il y a pas mal aussi de cas de violences intrafamiliales qui sont recensés. Et j'aimerais savoir, enfin, avoir ton avis parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui pensent que la violence fait l'éducation quelque part et forge l'éducation d'un enfant. Euh, Est-ce qu'on peut, enfin, je veux dire, toute violence est considérée comme de la violence intrafamiliale. Oui. Cette violence physique, Tout toutes les le violences. système de violence dont on parle depuis tout à l'heure, hein, donc la violence systémique, la violence de couple, le contrôle coercitif, ce système de violence mis en place, on va considérer que les enfants de cette famille, eh bien, sont soumis à ce système. Nécessairement, ils sont soumis à ce système de violence. Et on va considérer qu'ils subissent de la maltraitance. Hein. Et donc le message éducatif, évidemment, nos figures d'attachement principales sont nos parents. Ça veut dire que moi, si je suis un enfant, comment est-ce que je me construis? En regardant fonctionner mes deux figures d'attachement, papa, maman. Bien sûr. Et si je me construis en regardant papa, maman, eh bien, je ne saisis pas ce qui se passe puisque c'est mon modèle premier, donc je le vois comme étant le seul modèle. Il y a du contrôle, il y a des tensions, il y a de la douleur, il y a de la destruction, et c'est mon modèle. Et donc, en fait, je suis victime de ce modèle. Oui. Et par rapport aux auteurs donc, de violences, pour revenir à eux, donc généralement ce sont des hommes. Et est-ce qu'il existe des groupes de parole par rapport pour ces hommes? Alors, pour ces hommes, il existe donc des groupes de responsabilisation qui sont donc c'est pas des groupes de parole, hein, ce sont des espaces dans lesquels les hommes qui s'y retrouvent, les auteurs de violences, peuvent faire un travail sur eux-mêmes pour devenir propriétaires de ce problème. Une caractéristique des auteurs de violence, c'est qu'ils font ce qu'on appelle de l'attribution externe, tout le temps. C'est-à-dire que si ils agissent de la violence, c'est jamais de leur faute. C'est à cause d'eux. C'est parce que il s'est passé ça. Tu as fait ceci. Et d'ailleurs, beaucoup d'actes de violence de ces auteurs se terminent par t'as vu, t'es contente? T'as vu dans quel état tu m'as mis? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'attribution externe. Et bien, les groupes dont je parle ici de praxis de responsabilisation consistent à ce que ces hommes qui agissent des violences deviennent propriétaires de ce problème. S'ils agissent de la violence, c'est parce que quelque chose s'est passé en eux et pas à l'extérieur d'eux. Et donc le problème, il doit être donc identifié en eux. Alors des groupes de parole, il en faudrait. Mais je ne sais pas si on a le temps ou d'aborder ça. C'est une belle question, c'est un beau sujet. C'est que il faudrait qu'ils soient bien maîtrisés, ces groupes de parole, parce qu'un entre-soi, l'entre-soi masculin, Mhm. est un entre-soi particulier. Alors si vous réunissez des hommes qui agissent des violences, par exemple, hein, dans un groupe de parole qui n'est pas bien structurant et Oui. structuré, ça pourrait très très vite devenir un groupe dans lequel on renforce nos croyances et l'entre-soi masculin est très fort par rapport à ça. Et il y a des tas de recherches et d'études qui montrent que l'entre-soi masculin
Non pas parce que c'est masculin, parce que le groupe masculin constitue le groupe dominant. Oui. L'entre-soi du groupe dominant a toujours tendance, si on le laisse en roue libre, à renforcer, donc à s'auto-renforcer dans son système de croyance. Et donc, en fait, on pourrait dire que si on réunit des auteurs de violence et qu'on les laisse discuter entre eux, ils ne vont pas se réparer, ils ne vont pas déconstruire le système de violence, ils risquent de le renforcer. Donc, s'il y a des groupes de parole, c'est une excellente idée, j'y pense depuis longtemps, mais je n'ai jamais, j'ai toujours très très peur de la tournure que ça peut prendre. J'ai vu qu'en France, il y en avait, avec à Oui. chaque fois des psychologues, des animateurs, entre guillemets, psychoéducatifs, qui sont là pour... Enfin, c'était très intéressant parce que c'était dans une émission et la dame disait que finalement, elle les éduquait, les éduquait à la responsabilisation, au fait de vivre en société, aux lois qui existent et surtout de leur rappeler que ces personnes ne sont pas plus fortes que les lois. Et oui, c'était très intéressant parce que c'était vraiment leur mettre un miroir et leur dire, ben, regarde-toi, ça n'a rien à voir avec ta partenaire, mais qu'est-ce qui fait que tu agis, tu choisis d'agir ainsi. Et donc je trouvais ça très intéressant, mais c'est vrai que toutes ces idées, je me dis, ben, là, je pensais directement à une personne qui a vécu dans un milieu violent et qui, ben, malheureusement, peut commettre ces actes-là. Comment elle pourrait-elle se rendre compte, en fait, de la violence qui a été exercée sur elle? Parce que c'est quelque chose de très difficile. Comme on l'a dit au début, c'est reconnaître que son parent a été violent, mais je l'aime, donc est-ce que c'est vraiment de la violence? Et si j'ai réussi à me construire dans un système ainsi, ben, pareil, pardon, est-ce vraiment de la violence? Enfin, on a vraiment cette idée que la violence ben, détruit, mais dans un sens, elle peut... enfin, Oui, c'est un peu... mais donc en fait, toutes ces questions peuvent être explorées dans ces groupes, bien entendu, mais la plupart des auteurs de violence qu'on rencontre dans les groupes de responsabilisation ont vécu de violences dans leur famille d'origine, la plupart, donc, ou en tout cas de maltraitance ou donc en fait, et j'ai entendu plusieurs auteurs de violence dire ceci, c'est qu'au moment de l'adolescence, quand ils étaient en train de s'émanciper de ce système de violence, ils se sont fait une promesse de ne jamais être comme leur père et ils se retrouvent dans des groupes d'auteurs de violence. Est-ce qu'on peut imaginer la tension interne que ces auteurs vivent, Ceux-là, ce ne sont pas des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques n'ont pas tous ces problèmes. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus inquiétant. Ici, on sent bien les tensions internes que doivent vivre ces auteurs de violence. Ils ont subi la violence quand ils étaient enfants. 2, ils se sont fait la promesse de ne jamais le refaire quand ils seront parents un jour, et ils se retrouvent dans des groupes d'auteurs de violence. On peut imaginer combien ça les détruit, évidemment, l'exercice de la violence, mais pourtant, ils doivent être responsabilisés. Donc, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué, mais en effet, c'est un parcours qu'il faut pouvoir faire. Et beaucoup d'auteurs aussi minimisent ou disent « Oui, mais moi, j'ai vécu pire à la maison. Quand j'étais enfant, c'était pire. Alors, je suis condamné, ok, j'ai agi des violences, ok, mais moi, j'ai vu pire. Si vous saviez ce que j'avais vu. » Comme si ça allait déresponsabiliser un tout petit peu, ou en tout cas, ils essayent de nuancer un petit peu le fait qu'ils agissent de la violence. C'est compliqué, c'est passionnant, mais c'est un travail qui est nécessaire, bien entendu, et qu'il faut faire, et qu'il faut pouvoir, et qu'il faut pouvoir faire avec ces auteurs. Voilà, je pense qu'on a naturellement envie et besoin d'être en compassion et en résonance avec les victimes parce que c'est juste insupportable, une vie fracassée par la violence de couple. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué d'aller à la rencontre d'un auteur de violence et d'essayer de trouver le sujet, la personne, l'être humain derrière cette violence qui agit les violences et de garder cette humanité, de rechercher l'humanité, de fil qui mène à l'humanité derrière cet auteur de violence. Il y a un homme, il y a peut-être un enfant qui a subi de la violence. Ça fait partie du travail, c'est délicat, mais je pense que c'est nécessaire de le faire. Ça reste encore tabou.
de nommer les choses comme on vient de les nommer. Oui, bien sûr. C'est vrai. Et je voulais savoir, est-ce que tu penses que agir dans les écoles, je veux dire que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de parler de la violence? Parce que, beh, je pense que enfin, ça, c'est vraiment mon point de vue personnel. Je pense que tout le monde est capable de se remettre en question, mais tout le monde n'est peut-être pas capable de le vouloir ou d'en avoir envie ou d'y penser. Et ben, parfois, ce ne sont pas nos parents qui vont, nous l'apprendre, ni nos pères. Donc je me dis: «Quelle est la place peut-être de l'école? Quelle place pourrait avoir l'école là-dedans?» Mais elle est essentielle, la place de l'école, hein. Je Oui, pense que, on a, une partie de nous-mêmes est construite à l'école, à la rencontre, de ses pairs, hein, et puis d'autres adultes, d'autres modèles d'adultes. Mais, l'école doit se donner les moyens et on va c'est un peu politique ce que je vais dire là, mais je veux dire l'école a de moins en moins les moyens et on réduit, on réduit à peu les moyens qu'on donne, à l'enseignement, à la prévention. Alors, c'est vrai que, on se doit de déconstruire et d'interroger les rapports sociaux, les identités de genre. Il faut bien le faire quelque part, hein, il faut bien le faire quelque part. Nos familles d'origine n'ont pas les moyens de le faire en général, hein, je veux dire, alors, l'école est un lieu où ça pourrait être fait, mais il faut le faire, il faut militer pour que ça puisse se faire. On voit combien alors, l'EVRAS, par exemple, un programme qui questionne, entre autres, hein, les relations entre les femmes et les hommes et les constructions stéréotypées de genre. Ben, quand on a proposé, dans nos programmes scolaires l'EVRAS, il y a eu une levée de bouclier, non pas des écoles, mais des parents oui, aussi, hein. Donc en fait, voilà, une mission compliquée parce que oui, quand on bien sûr. propose, une réflexion à l'école, les parents, n'en sont pas contents. Et on voit combien c'est difficile de mettre ça au travail. Alors moi, je pense que le travail de déconstruction, le travail de conscientisation, le travail, je dirais, citoyen et politique, il doit se faire en permanence, partout, tout le temps, et c'est de la prévention. Mais je n'ai pas de réponse par rapport Bien à sûr, ça. bien sûr. Et donc là, je reviens pour, les dernières questions. Donc pour revenir par rapport aux victimes, quelle est la place de l'entourage, dans une situation, de violence? Donc on revient sur les situations de violence, on se centre sur les violences de couple et donc on peut partir du principe, hein, sauf exception, mais la première chose qu'on cherche quand on est en contact avec une situation de violence, à la ligne d'écoute ou dans les services d'accompagnement des victimes, la première question qu'on pose, est-ce que tu disposes, est-ce que vous disposez d'un réseau? Un réseau, ça veut dire pas un réseau de professionnels, mais un réseau donc social, un réseau de soutien, un réseau donc d'amis, de proches, un réseau professionnel, un réseau familial. Et on essaye d'identifier dans ce réseau les personnes qui seraient des personnes ressources, parce que le réseau est protecteur, bien entendu. Même si le réseau alors, si je suis victime de violence, si dans ma famille d'origine il y a eu de la violence, si je suis auteur de violence, imaginons si je suis un homme qui contrôle sa partenaire dans son couple, mais que je fais partie d'un réseau où je rencontre, je fréquente d'autres modèles, j'ai l'occasion, même si c'est silencieux, même si c'est implicite, d'observer d'autres modèles et donc de questionner mon modèle. Donc le réseau est essentiel. La vie en société, l'être humain est un être de lien, de relation. Nous sommes les autres, hein, ça veut dire on se construit à travers le regard des autres, et je suis convaincu de ça, et donc pour les victimes de violences conjugales, les ressources sont évidemment dans leur réseau proche, souvent. Et Oui. est-ce que tu aurais des conseils, éventuellement pour, venir questionner chez la personne? Parce que ça j'imagine que ça peut être délicat de dire, à une amie, «Écoute, je vois des choses, je m'aperçois», enfin, c'est de nommer quelque chose qu'elle-même ne voit pas, ça peut être très délicat. Est-ce que tu as des conseils pour le faire? Oui, c'est toujours délicat, c'est très justement dit parce que c'est extrêmement délicat et plus on est proche, plus c'est délicat bien entendu, hein. On préférait être, un documentaire à la télé, c'est toujours mieux qu'une meilleure amie pour dire, «Écoute, tu sais, moi, ce que je viens de voir,
Ça m'a fait ceci, cela, et on est souvent mal placé parce qu'on est trop proche, parce que le lien est très fort. Mais pourtant, et c'est justement parce qu'on est très proche qu'on est une ressource. Et donc, c'est un peu paradoxal. Alors, comment faire usage de ce lien, de cette proximité? Eh bien, je pense qu'il faut y aller très, très prudemment. Et il faut peut-être envisager les choses sous forme de, maintenir le lien à n'importe quel prix. Même si on ne comprend pas son ami dans ses comportements et dans ses choix, c'est maintenir le lien. Et si on arrive à ouvrir un champ d'échange, de discussion par rapport à quelque chose qu'on percevrait, toujours le faire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect et d'ouverture pour que la personne ne se sente pas engagée sans pouvoir faire marche arrière. Et donc, en fait, c'est offrir comme ça un espace de dialogue, un espace d'accueil dans lequel la personne se sent libre d'y venir et d'en sortir. Et en général, quand on est proche et qu'on propose ou quand on nomme éventuellement, euh, quand on énonce, quand on met en mots ce qu'on voit, on propose de l'aide éventuellement et on s'attend à ce que, et on attend aussi que l'aide soit, qu'il y ait une réponse par rapport à cette proposition d'aide et on évite alors sous tension si la personne ne suit pas nos recommandations. Est-ce que tu as téléphoné au service dont je t'ai parlé? Mais pourquoi est-ce qu'elle ne téléphone pas? Je lui en parle et chaque fois, je lui en ai parlé 2 fois. Et si on lui en parle 3 fois, c'est elle qui va m'éviter parce que j'ai peut-être parlé trop souvent de ce service, etc., etc. Et donc, en fait, rentrer dans cette dynamique-là, eh bien, fragilise le lien. Je dirais que la chose la plus puissante, c'est la qualité du lien. Et je vais témoigner d'une victime qui m'avait dit un jour, ma meilleure amie, on n'avait jamais parlé de violence. Un jour, j'étais mal, et je suis allé chez elle et j'ai exprimé ma difficulté parce que je subissais de la violence dans mon couple. Elle ne m'a rien dit et quand elle m'a raccompagné à la porte, elle m'a glissé dans ma poche la clé de son appartement. Elle ne m'a pas dit un mot. Et il a fallu, je ne sais plus combien, mais je dis 6 mois, 1 an plus tard, j'ai débarqué avec un sac, j'avais la clé cachée quelque part. Je n'en ai jamais reparlé à cette amie, on n'a jamais parlé de la violence, mais elle m'a glissé la clé de son appartement. Et cette aide inconditionnelle, il est nécessaire et indispensable. Ça fait beaucoup réfléchir, je trouve. Merci. Et donc finalement, ces témoins, de violence, peuvent, téléphoner sur cette ligne d'écoute, Bien sûr. proposer des questions? OK. Oui, 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 parce que c'est difficile d'accompagner une personne proche, Mmh. victime de violence. On a beaucoup de parents de jeunes filles victimes ou de parents de jeunes hommes auteurs qui appellent à la ligne d'écoute. C'est compliqué. Merci Jean-Louis. Est-ce que tu aurais un message pour nos auditeurs avant de les quitter? Un message court pour les auditeurs. Je pense que euh, la thématique qu'on aborde ici nécessite qu'on considère qu'on est nos propres acteurs de changement. C'est-à-dire que agir, questionner la problématique, il faut la considérer comme étant une problématique dont on est aussi propriétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un travail de déconstruction et c'est pas une déconstruction qui se fait un moment et puis ce serait terminé. Alors, à toutes et à tous, hein, donc questionner le patriarcat non pas comme un système en dehors de nous, mais un système qui agit en nous et le faire avec bienveillance, toujours bienveillance vis-à-vis de soi et vis-à-vis de son identité, qu'on soit des hommes ou des femmes. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci Avec à vous. plaisir. Au revoir.